quatrième et dernière session étudiante de ces rencontres économiques d'Aix-et-Provence. Alors à tous les intervenants, je vous demande de bien vouloir intervenir sous forme très brève, qu'on garde quand même, qu'on essaie de garder 10 minutes pour de vrais échanges avec la salle qui seront conclusifs de toute cette matinée. Alors pour introduire cette session intitulée « Construire le cadre d'un investissement durable », quelques mots d'Hippolyte Dalbis. D'accord, merci. Donc, je trouve que toutes les interventions que nous avons eues jusqu'à présent, y compris les interventions du public, sont extrêmement intéressantes. Donc, je vais sacrifier mes 2 minutes de parole pour vous laisser plus de temps après. On va parler, oui, d'investissement et de cadre pour l'investissement, et on va aussi parler de l'environnement. Voilà. Je vous remercie. Merci Hippolyte. Première intervention, celle de mon voisin, donc Éric Pujol de Gauss, qui nous vient de l'Université d'Orléans, et une contribution qui nous emmène la tête dans les étoiles. Oui, merci. Alors effectivement, je vais vous emmener un peu la tête dans les étoiles, même si ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais ma contribution parle des débris spatiaux. Alors, je pense qu'un nombre d'entre vous a pu voir le film Gravity, qui est sorti l'année dernière, il me semble, et qui parle de ce problème, c'est-à-dire qu'au-dessus de nos têtes plane une menace fantôme, c'est-à-dire des milliers d'objets métalliques issus des lanceurs, des satellites qui sont usagés ou même détruits. Et ça forme un véritable problème parce qu'il y a maintenant 30 ans, Donald Kessler, qui était en charge des travaux sur les débris spatiaux à la NASA, avait dit que d'ici, selon ses calculs, il estimait d'ici à peu près 30 ans, on ne pourrait plus lancer d'objets dans l'espace puisque les débris se multiplieraient tellement que tout lancement serait impossible. Alors, dans mon papier, j'avais traité ça avec un modèle d'économie de l'environnement qui préconisait qu'il fallait qu'on trouve un équilibre soutenable prenant en compte la formation des déchets. Parce que actuellement, c'est tellement coûteux d'aller dans l'espace pour pouvoir dépolluer, de faire appel aux États, qu'il y a de grandes chances qu'on assiste à une situation de tragedy of common, que personne ne bouge le petit doigt. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler les acteurs privés, on va essayer de faire un marché de la dépollution. Et l'idée d'un marché de la dépollution, même si ça serait extrêmement coûteux de rentrer sur ce marché, c'est que, vu que les débris s'auto-alimentent, il serait possible pour une entreprise qui reste suffisamment longtemps d'avoir une sorte de monopole pour pouvoir dépolluer l'espace. Alors évidemment, ça serait coûteux pour les agents économiques, et évidemment, le monopole, c'est pas bien pour les consommateurs et pour les États, mais qu'on réfléchisse bien. Si jamais on ne fait rien, la courbe des coûts cumulés de destruction de ces débris est exponentielle. Pour vous faire j'ai discuté avec un chargé de recherche au CNES la semaine avant les rencontres, et il m'avait dit que d'ici 2050, même peut-être 2040, on aurait près de, on va dire, un lancement sur 10 qui aurait des chances d'échouer. Ça vous ressemble rien comme ça, mais 10%, c'est énorme, parce que chaque lancement vaut des millions, voire parfois des milliards de dollars. Et qui va payer ? C'est Bibi, c'est le contribuable. Parce qu'il faut savoir qu'il existe des assurances spatiales qui prennent en charge les destructions, mais tous les pays n'assurent pas forcément ces débris. Donc, pour pouvoir construire un investissement soutenable à long terme et dans le respect de l'environnement, que ce soit sur Terre comme dans l'espace, il faut absolument qu'on fasse appel à ces nouveaux marchés privés, aussi coûteux soient-ils, avec une intervention conjointe de l'État et du privé. Je vous remercie. Merci Éric Pujol de Gauss, qui a identifié un nouveau marché, ce qui n'est pas rien. Donc merci pour cette contribution passionnante à découvrir. Évidemment, tout est en ligne. La parole est maintenant à Adrien Fabre de Normal Sup. Alors, le cadre des investissements est celui de la finance mondialisée et très peu régulé. Et ce n'est pas un cadre propice aux investissements soutenables, puisque le critère qui guide les opérations est la rentabilité financière à court terme et non le bien-être humain durable. Le principe de subsidiarité nous révèle que certains enjeux doivent être traités au niveau mondial pour que la solution apportée soit efficace. Les principales décisions qui doivent être prises démocratiquement au niveau mondial sont les suivantes. Les mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique,
qui est un problème global qu'un pays n'a pas intérêt à régler sans que les autres le fassent. L'allocation des ressources naturelles non renouvelables, je pense notamment aux métaux comme le cuivre ou le zinc et aux terres rares, dont les estimations prévoient l'épuisement dans les prochaines décennies. Les propriétaires des mines de ces ressources obtiennent une rente colossale et font profiter de ces ressources et de leurs retombées leur pays et les plus offrants plutôt que de les partager entre tous les humains comme un bien commun de l'humanité. La régulation des marchés financiers. Donc les mouvements de capitaux étant libres, il faut que la régulation se fasse globalement pour qu'elle soit efficace, sinon les firmes transnationales et les banques profiteront des paradis fiscaux et des places de marché autorisant le trading à haute fréquence, les produits dérivés et autres montages financiers ayant eu un rôle dans les excès des financiers qui perdurent. Et la lutte contre la malnutrition et plus généralement contre la pauvreté, qui a besoin de moyens que n'ont pas les pays pauvres et implique un transfert de crédit. Le moyen le plus simple de le faire, selon moi, est l'émission monétaire par un outil tel que les droits de tirage spéciaux que le FMI a le droit d'émettre. L'exigence de démocratie vient du fait qu'on doit satisfaire au mieux les préférences des humains, et pour ce faire, on doit connaître ses préférences, donc demander aux gens ce qu'ils veulent que l'humanité fasse. À l'heure d'Internet, une plateforme de débat et de co-construction d'idées, de lois et de projets permettrait de consulter et de coordonner au niveau mondial les différents membres de la société. Je suis en train au passage de développer une telle plateforme en collaboration avec des associations et des entreprises. Et la question la plus délicate est la suivante. Quel processus de décision choisir? Quelle forme adopter pour la gouvernance mondiale? Ce choix sera forcément historique et géopolitique plutôt que démocratique et devrait être accepté par le maximum d'États, qui sont pour l'instant les derniers dépositaires, en dernier ressort, de la souveraineté humaine. Donc, je vais vous donner quelques pistes pour la gouvernance mondiale. Très rapidement, Adrien. Elle doit être inclusive, c'est-à-dire regrouper tous les pays qui veulent bien y participer, pour ne pas attendre que tous les pays veulent bien coopérer. On peut exiger, par exemple, on peut imaginer que 50% des votants doivent accepter de rejoindre cette communauté dans chaque pays. Elle doit avoir le pouvoir de battre monnaie pour financer ses projets. On aurait pu aussi donner le pouvoir de lever des impôts, mais battre monnaie d'une façon indolore, donc plus acceptée de redistribuer les richesses. Elle doit se fonder sur une justice et une inspection ex post pour assurer le bon déroulement des mesures décidées. La police peut être confiée aux États qui seraient exclus s'ils ne respectaient pas les lois de la communauté mondiale. Elle pourrait adopter des mesures importantes par référendum mondial, par exemple. 70% des votants mondiaux seraient requis, ainsi que 50% dans chaque pays, par exemple, pour que la mesure soit adoptée dans le pays. Les questions des référendums pourraient être issues d'une initiative de plus de 50 millions de personnes ou confiées aux anciens secrétaires généraux de l'ONU. Elle pourrait, par exemple, élire des parlements à la proportionnelle à partir de listes mondiales, parlements auxquels on confierait un mandat illimité pour résoudre un problème précis, comme par exemple la malnutrition, le dérèglement climatique ou la gestion de l'eau. Elle pourrait consulter la population réunie en commission composée de citoyens tirés au hasard. J'ai plus de temps. Oui, il faut conclure une phrase. Bon, allez. Je conclus sur le fait qu'il ne faut pas croire que une démocratie mondiale est un projet utopique. C'est on ne peut plus réaliste, seulement c'est une évolution de long terme. L'humanité met quelques centaines d'années pour évoluer sur des choses de ce type. Donc c'est une idée aussi utopique que l'abolition de la féodalité au Moyen-Âge ou la création de l'Union européenne en 1933. Donc j'espère que cette union se fera le plus vite et qu'elle ne sera pas la conséquence d'une guerre globale pour le contrôle des ressources non renouvelables. Voilà. Merci Adrien. La parole est maintenant à Virgile Bousquet, qui a proposé une contribution qui a beaucoup plu au jury, je dois le dire, du concours La parole aux étudiants, et qui est le porte-parole en fait d'une contribution collective. Virgile. Merci. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici, puisque c'est vrai qu'en étant en filière professionnelle et en même temps salarié étudiant, ça fait plaisir de voir des gens qui parlent justement de concret et de propositions concrètes. Beaucoup de choses m'ont interpellé dans le groupe précédent. J'ai entendu des idées avec lesquelles je suis parfaitement d'accord, notamment celle d'Arnaud Miscollet, qui parlait du service civique, qui en fait nous apprend beaucoup sur la place du salarié dans l'entreprise. Pourquoi ça nous apprend beaucoup sur la place du salarié dans l'entreprise? Puisque il faudrait un temps dans l'entreprise, au même titre que la formation, au même titre que les congés, où on puisse réfléchir au cadre d'un développement soutenable. C'est-à-dire aujourd'hui, on est réunis pour quelques heures, on va être réunis pendant 3 jours, et on va formuler tout un tas de propositions. Et ce genre de démarches, on devrait pouvoir les retrouver dans l'entreprise. Ça existe déjà notamment avec certaines démarches qualité qui vont s'inscrire dans des projets à long terme. Mais l'idée, c'est que si on doit être amené à travailler 2-3 ans de plus, à reculer encore l'âge de la retraite, ces nouvelles années de travail, autant les utiliser à quelque chose pour penser à long terme. Par exemple, on pourrait penser que dans les étapes de la vie d'un salarié, à mi-temps, il y aurait un temps où les compétences
et les savoirs de la personne pourraient être utilisés pour améliorer l'entreprise, non pas dans une perspective de rentabilité, mais dans une perspective de développement à long terme. Notre contribution concernait la mobilité et on a des exemples très concrets d'applications de ce type de projet. Par exemple, penser la mobilité dans sa localité, penser la mobilité dans son entreprise. Ça, c'est des projets qui peuvent être très facilement mis en œuvre. Ensuite, ça passe bien sûr par la gouvernance des entreprises. Le rapport Attali proposait des choses super de ce côté-là, notamment pour indexer la rémunération des dirigeants sur la positivité des entreprises ou pour taxer les plus-values en fonction du temps de détention des actifs financiers. Mais je pense qu'avant tout, au-delà même de l'actionnariat, de l'investissement, c'est nous, le développement soutenable. C'est nous qui pouvons poser le cadre par nos compétences et par le temps qu'on prendra dans nos carrières et dans nos vies futures pour réfléchir à ces problématiques et les mettre en œuvre de façon concrète et dans un cadre tel que celui de l'entreprise. Voilà. Merci Virgile. Dernière intervenante, Aurélie Gaudieu de l'Université de La Réunion. C'est l'une des contributions qui nous venait de plus loin. Je crois qu'il y a une contribution qui nous vient quand même d'une université chilienne. Et donc là, c'est une contribution collective présentée par Aurélie Gaudieu, donc de l'Université de La Réunion. C'est à vous. Bonjour à tous. En fait, quand on a vu le thème du concours, penser l'avenir et aussi penser le cadre d'un investissement soutenable, alors le premier terme qui nous est venu à l'esprit, c'était rentabilité. Après, certes, la rentabilité, elle n'est pas forcément soutenable. Donc après, on s'est dit, nous, en tant que doctorants, comment est-ce qu'on pouvait penser l'avenir, les investissements soutenables? Et alors, notre contribution, Alice investit l'avenir dans les startups insulaires. Il s'agit de... En fait, ce qu'on prône, c'est investir dans l'économie solidaire, dans les projets environnementaux, dans l'humain. Ça permettrait en fait de résoudre à moyen terme, c'est une des solutions qu'on pourrait apporter. Alors nous, ce qu'on a illustré dans notre contribution, c'est que certes, l'optimisation à un moment, elle ne permet pas forcément de rendre tout optimal. Et ce qu'on a illustré, c'est 2 projets de création d'entreprise pour lesquels on avait déjà eu des premiers prix, que ce soit au Business Challenge ou au Doctoral. Alors le premier projet qu'on avait énoncé dans notre contribution, c'était The Hub. Il s'agissait en fait pour le territoire de La Réunion de créer une plateforme qui permettait de mettre en relation tant les utilisateurs de première main, les artisans et les utilisateurs de seconde main, et de vendre ça via une plateforme et de les customiser. Le second projet pour lequel on avait eu un prix aussi, c'était un projet qui se basait à Antananarivo, où 70% des déchets ne sont actuellement pas collectés. Et ce qu'on proposait, c'était de créer une filière de traitement et de revalorisation des déchets organiques urbains via le lombricompostage, et ce qui permettrait justement de mettre le citoyen au cœur de cette collecte et de créer de l'emploi notamment. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, seuls de tels projets d'entrepreneuriat qui sont basés sur l'économie solidaire, ça permettrait en fait de créer des forces centripètes et de rendre que ce soit le territoire de La Réunion concurrentiel, ainsi que les îles Vanille, les îles de la Commission de l'océan Indien. En fait, le projet, ce serait... moi, ce que je vois à moyen terme, c'est de créer une plateforme solidaire qui permettrait à toutes ces entreprises de créer de la productivité. Alors pour l'investissement soutenable, pour moi aussi, je pense que même si le contexte actuel il est assez difficile, à l'issue de nos thèses, ce que nous on envisage, c'est peut-être dans ces projets-là ou dans d'autres projets, de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi ce qu'on pense, c'est que pour les générations futures, vraiment transmettre cet esprit d'entrepreneuriat, que ce soit par le biais de l'université ou du bouche à oreille, pour que les gens investissent l'avenir. Voilà. Merci Aurélie. La parole est maintenant à Jean-Jacques Guilloni, le directeur financier de LVMH. Merci. Je ne vais pas reprendre ce qui vient d'être dit. Je crois que les étudiants sont les meilleurs avocats de leur thèse. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est ce que j'ai aimé dans ces 4 présentations et dans ces 4 contributions. La première chose, c'est l'optimisme. Je crois que les Français sont les champions du monde du pessimisme. 67% des Français sont pessimistes. Je crois que c'est 15% pour les Chinois. Ces présentations, ces contributions sont optimisme. Alors, ce n'est pas un optimisme béat, c'est un optimisme mesuré.
Adrien n'en a pas parlé, mais il a fait un long développement sur les méfaits du défaitisme et c'est assez intéressant et assez revigorant. La deuxième chose qui m'a plu, c'est le volontarisme. Tout le monde croit à l'action. C'est aussi intéressant dans un moment où le aquabonisme frappe assez sérieusement dans notre pays. Là aussi, c'est un volontarisme qui est raisonné, c'est un volontarisme qui est mesuré, raisonné notamment dans le domaine des rôles respectifs de l'État et de l'individu. C'est particulièrement bien analysé chez Eric dans l'analyse des questions des déchets spatiaux. Qu'est-ce qui revient à l'État, qu'est-ce qui revient à la sphère un peu plus privée. Troisième chose qui m'a plu, c'est que ces contributions sont leurs auteurs sont les enfants du numérique. On retrouve quand même l'économie numérique à peu près partout, pas en tant que tarte à la crème, c'est comme on le fait souvent dans le discours, notamment dans le discours politique, mais c'est concret. Il n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais Virgile a dans sa contribution donné pas mal d'exemples, à la fois des exemples limités sur des petites applications qui pourraient faciliter la vie et créer du lien, mais aussi des choses beaucoup plus ambitieuses en big data. C'est assez concret, donc c'est le numérique en version concrète. Donc voilà, ce sont les trois choses qui m'ont particulièrement intéressé dans ces contributions. Tout le monde a fait des citations, je suis un peu le dernier à parler, ou pratiquement le dernier à parler, donc je vais en faire deux en contrepoint. La première, c'est Paul Valéry qui disait que l'avenir n'est plus ce qu'il était. Et la deuxième, c'est Alice qui l'a reprise dans sa présentation à propos d'Antoine de Saint-Exupéry, qui disait qu'il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Merci Jean-Jacques Guilloni. Et donc nous avons 10 petites minutes pour échanger avec la salle. Allez, le premier qui a le micro se lance. Oui. Bonjour. Je tenais à remercier de la qualité des échanges de la part des étudiants et je voudrais faire un petit appel. On a eu 16 étudiants aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de monter des ateliers pour pouvoir déjà échanger entre vous, entre vos universités, parce que vous pouvez devenir tous profs. J'ai entendu certains critiquer le corps professoral ou les conseillers d'orientation. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire et de pouvoir échanger entre notamment la sociologie, l'ethnologie, le numérique. Pour l'université de Tours, vous avez un boulevard devant le numérique, puisqu'aujourd'hui, si on regarde ce que fait Google, Amazon, Facebook, c'est comprendre ce que veut le consommateur, récupérer les données personnelles, et c'est la nouvelle colonisation, c'est-à-dire que la vieille Europe a colonisé le monde, et aujourd'hui, le nouveau monde colonise la vieille Europe. Donc il y a un vrai travail d'atelier à faire, et je vous propose, si vous en faites un chacun, avec 10 personnes, ça fait 1600 personnes formées par an, et je vous propose un atelier entre écoles. Ensuite, un atelier entre vos écoles et les associations de quartier qui préparent les gens des quartiers à rentrer dans le monde de l'entreprise en faisant simplement un CV ou simplement en leur expliquant comment notre monde fonctionne, puisqu'il y a des gens de Sciences Po, il y a des gens de X, etc. Aussi avec les patrons du CAC 40, parce que quand on est jeune, on est plein d'espoir, et quand on est vieux, on est plein de certitude. Et il n'y a rien de pire que la certitude. Nos patrons du CAC 40, aujourd'hui, ils ont une problématique, c'est qu'ils ont 30 à 50% de leur effectif en France, et moins de 5% de leur chiffre d'affaires en France. Donc, aidez-les à réfléchir à comment ils peuvent vous aider et nous aider tous. Ensuite, un atelier avec les syndicats, donc les syndicats patronaux, mais aussi au niveau des salariés, pour déscléroser l'acquis du monde syndical en France, des deux côtés, pour les aider à insuffler des nouvelles idées. Pardon, monsieur, si vous pouvez aller assez vite, oui, un atelier avec les administrations pour éviter les points évoqués par la personne de Tours, d'avoir des gens bornés. Voilà, je vous remercie et je compte sur vous. On relaiera vos propositions d'atelier. Une question peut-être ? Donc, c'est pas vraiment une question, c'est juste un constat. Donc, Eric a bien confirmé qu'il y a un gros retard en France dans beaucoup de domaines. Il y a déjà une entreprise en Suisse qui a ouvert il y a 2 ans sur l'élimination des déchets dans l'espace. Donc, voilà. Donc, une information complémentaire, le marché existe. Voilà, une question là-haut. Juste une remarque. Vous ne voulez vraiment pas débattre, hein. Ah, pardon. Non, allez-y. C'est quelqu'un d'autre? Je plaisante. Non, allez-y.
Non, sur la première intervention qui a été faite, donc je voudrais rebondir là-dessus. Et c'est vrai que depuis le début de ces débats, on nous dit beaucoup, on veut entendre ce que les jeunes ont à dire. Donc c'est très bien. Mais on est ici en tant que jeunes, on nous a proposé une assemblée des jeunes qui apporterait sa contribution, mais je pense qu'on n'est pas uniquement des jeunes, on est aussi des citoyens, on est des Français, surtout ce soir peut-être, on est aussi des Européens et on est des hommes. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait être entendu en tant que membre d'un Et quelques groupe femmes d'intérêt? aussi. Homme avec un H majuscule, bien sûr. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on vit non pas seulement une crise économique, non pas seulement une crise sociale, mais une crise de civilisation, et qu'il s'agirait de sortir du carcan de sa propre condition personnelle. Et justement, on a entendu beaucoup de défiance envers le politique, en disant le politique, il faudrait inventer autre chose, mais le politique, en fait, c'est tout. On ne peut pas inventer autre chose, parce que dès que des hommes s'assemblent dans un collectif pour essayer de décider, c'est de la politique. Et donc ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est réinventer avant tout un avenir collectif, en discutant, en échangeant, comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Merci. Nous sommes tous des jeunes Allemands, comme dirait l'autre. Voilà, une jeune fille à côté de vous. Jean-Bernard Marie, Fédération Puissance Cannes Internationale. Donc, si je vous ai bien compris, vous vous posez deux grandes questions. Quel sera demain mon avenir? Quel sera demain notre avenir? Alors, pour répondre à ça, je vais vous dire, effectivement, il n'y a plus beaucoup de travail, mais il faut rester positif, puisque ça ne va pas si mal. Vous arrivez à vous poser des questions, justement, sur votre avenir. Et l'avenir, en gros, c'est si on veut retrouver un job, résultat de l'opération, il faut peut-être aller faire de l'analyse de besoins. Et je voudrais féliciter Aurélie de La Réunion, parce que c'est la seule qui a parlé de projet de développement, où justement, ce projet de développement, c'était basé sur une analyse des besoins. Et trouver un job, c'est avant tout répondre aux besoins des autres, parce que finalement, qu'est-ce qu'on passe son temps à faire? C'est de travailler en donnant une partie de son temps pour répondre aux besoins des autres et en espérant, en compensation, être rémunéré. Donc, travailler, c'est le fond qui manque le moins, c'est ce que disait La Fontaine. Et effectivement, les besoins, ça ne manque pas. Et comme vous avez beaucoup de matière grise, vous pouvez vendre même de la matière grise. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Et une intervention de la jeune femme en plein milieu là. Bonjour, Elfie, étudiante en droit. Donc tout d'abord, aujourd'hui on est censé investir l'avenir et je voulais remarquer que parmi les 20 intervenants qui ont intervenu aujourd'hui, il n'y avait que 5 femmes. Donc ça c'est assez dommage. Et donc, voilà. Donc merci Aurélie d'être ici. Et par ailleurs, je comprends assez l'intervention de monsieur tout à l'heure qui vraiment demandait qu'on agisse concrètement chaque jour et qu'on soit cohérent dans nos actions. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui ressort de l'ensemble des interventions, c'est qu'on fait face à des nouvelles problématiques inédites, c'est-à-dire notamment le réchauffement climatique, et que ça appelle des modes d'action inédits, et notamment l'implication au niveau local. Donc je crois que c'était Lucie Zanello qui évoquait par exemple le végétarisme. On évoquait aussi beaucoup l'économie solidaire et voilà ce genre de choses. Et donc c'est vraiment une action qui pousse chacun à se responsabiliser individuellement. Et par ailleurs, pour répondre à la première question d'Agnès Audier qui évoquait le fait qu'on ne parlait pas forcément du numérique, que ça ne revenait pas toujours dans nos interventions, c'est parce qu'on a surtout compris que le changement aujourd'hui vient des hommes et que tous ces moyens matériels ne sont justement que des moyens. Voilà. Merci. Alors c'est vrai que ce matin et pendant 3 jours, on va beaucoup échanger, on va donner beaucoup d'idées. Alors moi, je vais lancer aussi un appel, et je pense que Jean-Hervé pourrait le relayer également, c'est que rester en contact, même après ces rencontres, rester en contact via les réseaux sociaux. Les participants de l'an dernier ont créé des groupes où ils sont restés en contact. Rejoignez-les et faites vivre un peu cette belle communauté que nous avons donc commencé à voir ce matin. Je ne sais pas, le mot de la fin peut être donné au prix du meilleur jeune économiste 2012. J'ai nommé Hippolyte Dalbis pour quelques mots de conclusion.
Donc merci de me rappeler que je suis plus jeune économiste. C'était en 2012 en effet, j'ai passé la quarantaine. Je ne sais pas très bien si du coup je suis parmi les plus jeunes ou parmi les plus vieux. C'est clair que parmi vous, je suis plutôt parmi les plus vieux. Parmi les membres du cercle des économistes, je suis parmi les plus jeunes. Donc il y a quand même... Il y a quand même un moment où, ce qui m'a un peu interpellé, il y a un moment où on a dit, bon, nous sommes gouvernés par des vieux. Et j'aimerais bien avoir un petit peu votre sentiment, j'aimerais savoir si c'est un sentiment majoritaire. Non, alors... Allez, levez la main, levez la main, ouais. On n'a pas posé la question, donc ce n'est pas majoritaire. Lever la main, ça risque de faire un peu complexe. Qui pense qu'on est gouverné par des vieux? Bon. Mais ils sont trop polis. Ils sont trop polis. Ils sont pas si vieux que ça, quand même. Regardez, Najat Vallaud-Belkacem, elle est plus jeune que moi, elle est déjà ministre. Il y en a beaucoup quand même de jeunes. Et très franchement, donc juste une seconde, très franchement, ça va venir très vite, d'accord? Clairement, vous êtes jeune. Clairement, vous êtes jeune, on vous a même mis un t-shirt blanc pour être sûr qu'on vous reconnaisse. Mais clairement, vous êtes jeune. Mais ce que je peux vous dire, et ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Donc, profitez de cette énergie et continuez. Très bonne journée.